Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Dans un entretien avec le journaliste Mario Nampal, célèbre sur la plateforme X, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur le rôle de la communauté internationale dans la gestion de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a particulièrement évoqué les troupes de l'Organisation des Nations Unies envoyées dans le cadre de la mission de maintien de paix MONUSCO, qui ont reçu d'importants financements, mais dont la solution aux problèmes qu'elles étaient censées résoudre semble avoir échoué. Suivez. Number one is, what did they actually come to do? La première question est, en réalité, qu'étaient-ils venus faire? Maintenir la paix, mais quelle paix y a-t-il là-bas? Apporter la paix, quelle paix ont-ils apporté? Résoudre le problème de sécurité du Rwanda lié au FDLR, un problème qui dure depuis 30 ans? Rien du tout. La seule chose qu'ils ont faite à ce sujet, c'est de renvoyer au Rwanda certains combattants du FDLR et leurs familles. Pour le reste, je n'en sais rien. It's on record, it's recorded. The rest, I don't know. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a temporairement assoupli les restrictions pour les acheteurs de peau en provenance de différents continents, car il n'existe pas encore d'usine de transformation des peaux au Rwanda, alors que celles du Kenya et de l'Ouganda les avaient dévalorisées. Kassim Youssouf. Les vendeurs de peau affirment que celles provenant du Rwanda ont perdu de la valeur au point où un kilo se vend entre 100 et 200 francs rwandais, alors qu'elles se vendaient entre 500 et 700 francs rwandais il y a 10 ans, lorsque le marché était ouvert aux acheteurs d'autres continents. À Kamabouye, dans le district de Bugesera, une zone industrielle pour le traitement de peau est prévue, mais les travaux de construction n'ont pas encore commencé. Le directeur au ministère du Commerce et de l'Industrie chargé de l'analyse des politiques industrielles, Fred Mugabe, indique que les acheteurs venant d'autres continents ont également été autorisés à reprendre leurs achats au lieu de se limiter aux pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le rapport que l'Institut national des statistiques au Rwanda a réalisé révèle qu'entre janvier 2024 et janvier 2025, la production des industries de confection des vêtements et des produits dérivés des peaux a diminué de 8,6%. L'économiste François Kanimba estime que si la chaîne de transformation des peaux est bien prise en charge, il ne serait plus nécessaire d'aller chercher des peaux à l'étranger, même que celles en provenance des pays voisins seraient envoyées pour être traitées au Rwanda. En développant cette chaîne de transformation des peaux, en commençant par les abattoirs où les peaux sont traitées, puis en passant par les tanneries, les fabricants de chaussures et d'autres produits à base de peau, les vêtements, les vestes pourront obtenir des peaux traitées localement plutôt que de devoir les importer. Ainsi, après quelques années, le Rwanda pourrait produire des chaussures, des vêtements et d'autres produits à base de peau à partir des peaux locales, tout en maintenant des standards de qualité et en permettant également aux peaux des pays voisins d'être traités ici si une stratégie et des mesures adéquates sont mises en place. Le gouvernement du Rwanda cherche actuellement à lever environ 1,7 milliard de francs rwandais pour construire une usine équipée de systèmes pour traiter les déchets et les émissions polluantes générées par les tanneries de peau. Ce projet d'infrastructure sera conforme aux normes internationales de qualité et d'environnement. Les études préliminaires menées par le ministère du Commerce et de l'Industrie montrent qu'une fois l'usine de traitement des peaux construite, ce secteur pourrait générer des revenus de l'ordre de 450 millions de dollars par an.
Le ministre rwandais de la Justice, Dr Ugirashebouja Emmanuel, estime que les Africains doivent être le fondement principal d'une gouvernance efficace sur le continent plutôt que de compter sur les pays étrangers. Il a exprimé cette opinion à Kigali lors de discussions impliquant divers acteurs sur la gouvernance et la construction de la paix. Fatmata Sesay, représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, a souligné que les pays africains devraient fonder leur gouvernance sur leur histoire et leur politique nationale plutôt que de recevoir des modèles de l'extérieur. La justice a été identifiée comme un pilier fondamental sur lequel une gouvernance solide devrait être construite. Lors de cette conférence, l'exemple du Rwanda a été mis en avant pour souligner l'importance de la justice en tant que modèle à suivre pour d'autres pays africains. Le fait qu'une gouvernance en Afrique soit encore souvent influencée par des régimes coloniaux est un point qu'il convient de dépasser, comme l'a expliqué Ozonia Ojielo, coordonnateur résident des Nations Unies au Rwanda. Le ministre Dr Ugirashebouja a également insisté sur le fait que les Africains devraient s'appuyer sur des modèles de gouvernance endogènes construits sur leurs propres décisions et choix plutôt que de se laisser imposer des modèles extérieurs. Dans le rapport de l'Autorité nationale de gouvernance, RGB en sigle, de 2023-2024, il a été révélé que 76,5% de la population rwandaise se satisfait de la gouvernance et de la prestation des services dans les administrations locales. Le pilier de la sécurité arrive en tête avec une note de 91,3%. Information continue sur Rwanda TV. Le ministère de l'Environnement va mettre en place des règlements qui aideront à résoudre le problème des déchets contenant des produits chimiques provenant des laboratoires scolaires, des hôpitaux et des industries. Un problème qui est encore visible dans tout le pays. Les détails. Au lycée de Kigali, une partie des déchets dangereux provenant des laboratoires est collectée et stockée en attendant d'être éliminée de manière appropriée. Philippe Habarugira, enseignant de chimie à cet établissement, indique que les responsables de l'autorité rwandaise de gestion de l'environnement sont chargés de collecter ces déchets, mais qu'ils prennent souvent beaucoup plus longtemps avant de venir. Par exemple, il se peut que la dernière fois qu'ils sont venus remonte à 2 ans. De mon point de vue, il serait convenable que ceux qui viennent les récupérer envoyés par Emma le fassent de manière plus régulière, idéalement dans chaque trimestre. Si nous en sommes informés à l'avance, nous pourrions rassembler tous les déchets concernés afin de faciliter leur collecte. La gestion des déchets mal gérés provenant des industries, des hôpitaux et des laboratoires scolaires a été soulevée lors des discussions entre le ministère de l'Environnement et les membres de la commission parlementaire sur l'égalité de genre et la gouvernance. Les discussions se sont concentrées sur les solutions aux principaux problèmes mis en évidence dans le rapport 2023-2024 de l'Office rwandais de la gouvernance. Il arrive que dans les laboratoires des écoles, des produits chimiques soient conservés pendant de longues périodes. Parfois, ces produits sont jetés avec les autres déchets ou même dans les champs. Honorable ministre, prenez-vous le temps de faire un suivi dans ces écoles afin de vous rassurer que cela ne constitue pas un danger pour la santé de la population? À ce sujet, la ministre de l'Environnement, Dr Valentine Ouamali, a déclaré qu'une solution temporaire a été mise en place et que de nouveaux règlements seront bientôt introduits pour améliorer la pratique des gestions de déchets dangereux. Il y avait de nombreux produits chimiques dans les établissements scolaires, provenant des hôpitaux ou de différents laboratoires. À la base, l'objectif était de les collecter et de mettre en place tout ce qui régit leur entrée dans le pays, leur validité ainsi que leur collecte et gestion. Bien qu'il n'y ait pas eu de loi spécifique à ce sujet, la loi de 2018 sur la protection de l'environnement prévoyait qu'un arrêté aide à la collecte de déchets dangereux. Actuellement, pour se identifier, RIMA et ses partenaires ont trouvé une solution pour les retirer des écoles, notamment à l'université du Rwanda où certains produits datés de 1973 dans les laboratoires. Les discussions entre la commission parlementaire et le ministère de l'Environnement
se sont principalement concentrés sur l'établissement des mesures efficaces pour assurer le respect de la prestation de services, la sensibilisation au niveau provincial et district pour renforcer les efforts face aux impacts du changement climatique, à la protection de l'environnement ainsi que sur l'examen de progrès réalisés par le ministère dans la mise en œuvre des recommandations de l'Office rwandais de la gouvernance. Responsable des organisations à caractère religieux indique que les nouvelles directives de l'Agence rwandaise de gouvernance, RGB en sigle, vont mettre fin au désordre au sein de ces organisations qui a conduit à la fermeture temporaire d'environ 9500 lieux de culte, y compris des mosquées. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le mufti du Rwanda, Cheikh Sindeigaya Moussa, qui dirige la communauté des musulmans au Rwanda, RMC, et l'évêque Floribert Kabera, porte-parole, et également représentant légal de l'Église, Jéhovah Jireh, sont parmi ceux qui ont accueilli favorablement ces nouvelles directives, estimant qu'elles mettront fin au désordre dans le fonctionnement des organisations à caractère religieux. Si on veut mettre en place une organisation à caractère religieux, il faut présenter les signatures des membres, cela afin de voir si elle est effectivement nécessaire et non pas mettre en place quelque chose qui n'a pas d'adeptes. Et à propos des qualifications, il faut que le fondateur soit quelqu'un ayant des connaissances nécessaires pour que lorsqu'on va faire la prédication, que l'on ait des qualifications qu'il faut pour ne pas leurrer les gens. Pour les chrétiens, l'on devrait avoir appris la Bible et pour nous les musulmans, on devrait avoir appris la théologie. Il y avait du désordre, notamment qu'une personne pouvait se lever le matin et créer une organisation religieuse en plaçant une bâche à côté d'une autre. Trouver que n'importe qui peut mettre en place une organisation religieuse, même quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. C'est vrai qu'il y a des vocations comme pour nous, des églises dénommées néo-apostoliques. Nous sommes convaincus que n'importe qui peut être appelé par Dieu, mais actuellement, Dieu pourvoit de la sagesse et l'intelligence parce qu'il aime les gens qui ont des connaissances et puis apprendre, ce n'est pas du tout mauvais. Les nouvelles directives pour établir une organisation religieuse stipulent que le dirigeant et son adjoint doivent avoir un diplôme ou une qualification en études religieuses obtenue dans des établissements d'enseignement supérieur ou universitaires, payer une taxe de service de 2 millions de francs rwandais pour obtenir une licence, soumettre une attestation validant un bâtiment dédié au culte et que la personne souhaitant mettre en place une nouvelle branche doive obtenir 1000 signatures de soutien. La directrice générale de l'agence rwandaise de gouvernance RGB, Dr Doris Uwicheza Picard, indique que ces nouvelles directives visent à bloquer ce qui opère en dehors de la légalité et le ministre de l'administration locale, Dr Patrice Mugenzi, de préciser que leur objectif est de permettre à des organisations religieuses de promouvoir une excellente attitude et de soutenir le développement des fidèles. Imaginez qu'il y a des confessions religieuses qui empêchent les fidèles à consommer du lait et cela veut dire qu'ils ne soutiennent pas le programme étatique d'une vache par famille. Il y a celles qui empêchent les gens à manger des haricots et en ce qui concerne les activités de développement, il y a des confessions religieuses qui ne permettent pas à leurs fidèles de participer aux travaux communautaires ou à d'autres activités de développement du pays. La question est de savoir l'importance de ces organisations religieuses pour les citoyens. Les organisations religieuses déjà enregistrées continueront à fonctionner, mais elles devront adapter leurs activités à ces nouvelles directives. L'année dernière, un audit a été effectué dans 14 000 lieux de culte, y compris des mosquées à travers le Rwanda, avec la fermeture temporaire de 9 800, tandis que 652 lieux de culte ont été définitivement fermés. Le ministère de l'administration locale indique que ce processus est toujours en cours.
Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et pour la page culture de cette grande édition, nous accueillons Ryan Bokila, cinéaste originaire du Congo-Brazzaville, un convaincu du storytelling innovant et africain. Après avoir étudié et travaillé au Canada et dans son pays d'origine, il se lance maintenant dans un projet ambitieux, Deadlock, une série tournée dans différents pays africains. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, mon frère. Oui, alors, quelles sont vos impressions du Rwanda? C'est votre première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est ma première fois d'être au Rwanda. Et j'aime le Rwanda, premièrement. Oui. C'est avec cet amour-là qui est né Deadlock, et c'est pourquoi on est venu avec le but de partager cet amour et de valoriser ce pays-là qui est vraiment l'exemple actuel de l'Afrique. Et c'est pourquoi on est là pour mettre le Rwanda à la lumière. Absolument. Et le monde est tombé amoureux des séries en général, des séries africaines de plus en plus, il faut l'avouer, du cinéma africain en général. Alors, avant de parler de cette série tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse un peu mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin du cinéma comme carrière? Ouais, bref, le cinéma, c'est d'abord, ça a été né une passion en moi. La passion dont je l'ai développée avec beaucoup de peine, parce que ça n'a pas été facile. Vous le savez, dans des familles africaines, quand tu es né, que tu te dis je vais être artiste, c'est un peu vu autrement, mais ça n'a pas été facile. Et depuis tout petit, j'avais toujours l'amour dans le storytelling. J'aimais toujours écrire des poèmes et tout, et raconter les histoires, parce que j'aime raconter les histoires. Et ce dé-là, j'ai compris en grandissant, dans mes 19 ans, je me dis, mais là, j'ai un truc, que j'ai pu aussi développer ça et faire de ça un talent. Et c'est à partir de là, quand j'ai eu la chance d'aller étudier au Canada, à Toronto, c'est là où j'ai vraiment de l'amour à apprendre et à développer ça pour que ça devienne un métier aujourd'hui dont je le vis avec ça, et une passion qui s'est transformée en un métier. Wow. Et ce qui est très intéressant, c'est on consomme beaucoup de séries étrangères, on doit l'avouer, nous tous, nous sommes coupables de cela. Et ça fait vraiment plaisir lorsqu'on entend qu'il y a un projet d'une série qui va être fait par un Africain, qui va inclure plein d'acteurs et autres artisans du métier du cinéma africain, et qui va se tourner sur différents pays africains et qui sera montré sur une plateforme internationale, Deadlock. J'aimerais que vous nous en disiez plus. Oui, bon, merci. Je vais essayer juste de donner le goût, parce qu'on ne peut pas spoil, comme on dit, on ne peut pas dévoiler, parce que les téléspectateurs, ils vont peut-être, ils doivent attendre ça. Deadlock, c'est une série, drama-action, qu'on essaye d'aborder le sujet assez vraiment très complexe, les sujets du business illégal en Afrique. Et surtout ça parce que, vous le savez, en Afrique, nous avons nos propres cultures. Ici au Rwanda, il y a la culture rwandaise, et dans chaque pays africain, il y a des différentes cultures qui englobent l'Afrique et qui représentent l'Afrique. Il y a certaines choses qui ne sont pas de nous, c'est-à-dire qui ne peuvent pas venir de nous. Et c'est pourquoi Deadlock est là, pour essayer de raconter ces histoires-là qui existent, qu'on vit, qu'on essaie d'adopter, mais qui ne font pas partie de notre représentatif africain. Donc c'est pourquoi on a Deadlock. Absolument, c'est très vrai. Et pour avoir eu un avant-goût de cette série, c'est assez prometteur, c'est très moderne en même temps, c'est un point de vue très jeune et très contemporain, donc ça va nous plaire, mais aussi très local et aussi humain, parce qu'il y a aussi des interactions humaines, des histoires d'interconnexion, disons, pour ne pas trop spoiler, et c'est très intéressant, on a envie de voir la suite, et surtout que ce sera aussi tourné en partie au Rwanda, donc ce sera intéressant de voir ça. Oui, définitivement. C'est-à-dire, comme on dit, le public rwandais, ils vont tellement aimer la série. L'Afrique, ils vont savourer ça parce que Deadlock, avec son genre, ça va être la première série africaine d'aborder ce genre de sujets qui sont très complexes et qui sont peut-être assez pas attaqués par certains de cinéastes africains. Parfois, ils ont peur de ça ou encore, je ne sais pas.
Mais nous, on veut donner cette petite-là à la télé pour que les gens se disent « Waouh, là, c'est chez nous. » Et puis, ça se passe chez nous. Absolument. On a hâte de voir ça. J'espère que vous reviendrez nous parler de la série avec les acteurs lorsque ça va sortir et tout ça. Le temps passe très très vite, mais j'aimerais qu'on aborde un sujet qui, je pense, est intéressant pour notre audience et surtout pour les professionnels du domaine du cinéma. Quel est votre regard, votre analyse du secteur du cinéma actuellement en Afrique? Bon, actuellement, le cinéma en Afrique essaie un peu de prendre l'élan, mais pas vraiment sur l'échelle internationale qu'on le souhaite et qu'on le veut. Les pays comme, par exemple, l'Afrique du Sud, ils essaient un peu de faire un peu le mieux. Mais il y a pas mal... en Afrique, nous avons tout. Nous avons tellement de talentueux acteurs, des talentueux créateurs, des talentueux réalisateurs, des talentueux producteurs qui peuvent transformer cette industrie-là en Afrique autrement. Mais le problème est que la majorité de certaines personnes qui exercent le même métier, on n'a pas vraiment ils n'ont pas encore compris l'industrie en général, c'est-à-dire comment ça marche. Parce que c'est différent, j'ai peut-être la chance de voyager, d'aller aux États-Unis, de vivre au Canada, de faire aussi beaucoup de pays. J'ai vécu aussi beaucoup en Afrique du Sud et tout. Et avec le temps de voyager, tu découvres les choses et tu apprends des choses. L'industrie marche assez différent que de la façon dont nous, on le prend en Afrique. Mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, comme moi, par exemple, qui essaient d'apprendre, qui essaient de comprendre aussi. Et petit à petit, on va essayer d'apporter ce qu'on a gagné ailleurs, de ramener ça chez nous, pour qu'on transforme cette industrie-là, pour que ça soit vraiment une industrie. Parce qu'on appelle l'industrie, mais ce n'est pas encore vraiment l'industrie. Parce qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore assez lucratif, oui, c'est pas encore assez industrialisé ou professionnalisé dans le sens où ça fait entrer des sous, ça fait tourner l'économie. Oui. Et c'est bien, comme vous dites, qu'on ait plusieurs talents africains qui commencent maintenant à s'ouvrir au monde et qui ramènent toute cette expérience sur le continent. Donc, ce que vous faites est vraiment génial. Et on a hâte de voir Deadlock et plein d'autres projets que sûrement vous allez continuer à nous produire. Oui, exactement. C'est-à-dire moi et ma femme, qui est une actrice très talentueuse, Abi Touré, elle est aussi très, très, très connue, elle est très talentueuse. On est vraiment déterminés à essayer d'apporter quelque chose que les Africains n'ont pas vraiment l'habitude de regarder, n'ont pas l'habitude de voir. Et ça arrive très bientôt après Deadlock, il y en a beaucoup qui vont arriver. Oui, c'est très vrai, parce qu'on se retrouve à beaucoup consommer du contenu venant d'ailleurs, sur des points de vue qui sont tellement loin de nous, alors qu'on a des points de vue et des histoires à raconter localement, et aussi de beaux endroits, de très beaux visuels qu'on peut trouver en Afrique et qu'on ne peut pas trouver ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour cela que vous avez aussi décidé de tourner dans différents pays africains? Oui, c'est ça. Ça fait partie du storytelling. Et c'est aussi la vision d'être fier africain. Aujourd'hui, je suis au Rwanda, mais je suis fier de se dire que non, en Afrique, il y a aussi des pays comme le Rwanda, là où c'est tellement sécurisé, les villes sont tellement propres, et tu te dis, ouais, tu vis quand même. Et ça, les Africains peut-être, qui n'ont pas encore eu la chance, comme moi, d'être au Rwanda, n'ont pas encore vu ça et ils vont peut-être avoir du mal à comprendre. Il y a plus forte raison les gens qui vivent peut-être à l'Occident ou encore aux États-Unis, qui comprennent vraiment pas encore, qui connaissent pas vraiment l'Afrique. Et c'est pourquoi on veut être fiers de showcase, c'est-à-dire notre propriétaire, c'est-à-dire que de showcase ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire qu'à être fier de se dire que non, tu perds le Rwanda, tu te retrouves, tu profites, tout est bon, tout est tranquille, le pays est tellement sécurisé. Là-bas, ça ne blague pas, là-bas, c'est la propriété, là-bas, c'est la sécurité. Et ça fait aussi partie de l'image de l'Afrique, parce que ce n'est pas que dans toute l'Europe, là où c'est bien réputé. Il y a aussi certaines parties de l'Europe, là où c'est vraiment nul. Mais il y a quand même des pays européens là qui donnent cette image de l'Europe. Et le Rwanda aujourd'hui fait partie des premiers pays qui veut changer l'image de l'Afrique. Et c'est pourquoi on ne veut pas... c'est-à-dire on ne peut pas juste fermer les yeux comme ça. C'est pourquoi on veut montrer ça
au monde entier pour que les gens se disent aussi, ouais, l'Afrique aussi, il existe ça, il existe ça. C'est tellement vrai, parce que le cinéma, ça peut être un très bon véhicule de mauvais stéréotypes, mais aussi un très bon moyen de casser les mauvais stéréotypes que les gens se font, qui ne sont pas nécessairement réels. Alors, on va peut-être finir sur un conseil à partager aux autres cinéastes qui sont en train de nous suivre, qui sont peut-être au Congo-Brazzaville, qui sont peut-être ici au Rwanda, qui sont de la diaspora en Occident ou en Orient, parce qu'il y en a aussi de l'autre côté. Quel est votre message ou, je ne sais pas, quelque chose que vous avez appris, que vous avez envie de partager avec vos confrères et consoeurs? Ouais, le message, c'est juste... les Africains, on est pétris de talent. On est vraiment des talentueux. On doit juste croire en nous et donner la chance. Et, ça va se faire. On va changer. La jeunesse africaine est en train de se réveiller et que j'appelle à tout jeune Africain qui a le talent, c'est-à-dire qu'au-delà de l'industrie du cinéma, il y a tellement de jeunes Africains d'ailleurs qui sont très talentueux, que ce soit dans la musique, le cinéma, c'est-à-dire tout d'autres corps de métier et tout. Ils doivent juste croire en eux, et, donner la chance au temps. Et puis, le temps va faciliter vraiment les choses et les choses vont se faire. Parce que ça ne se fait pas juste du jour au lendemain. Donc, ça prend du temps, il faut aussi apprendre. Et quand on apprend, on acquiert la connaissance. Et c'est avec la connaissance qu'on peut faire de grandes choses. Absolument. Ryan Bokila, merci beaucoup pour votre temps. Oui, Ryan Bokila, c'était notre invité dans cette grande édition. Il est cinéaste et il nous vient du Canada, originaire du Congo-Brazzaville. Une nouvelle série qui se tournera dans plusieurs pays africains, Deadlock, qu'on va découvrir dans les mois qui viennent, dont le Rwanda, parmi ces pays, j'ai oublié de le dire. Voilà, c'est par cette partie que nous allons mettre fin à cette grande édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et au plaisir de très bientôt vous retrouver. Restez sur Rwanda TV, nos programmes continuent.